Chers congressistes, bonjour et merci en tout cas d'être dans notre atelier du virtuel. Merci aussi de vous être connectés à cette expérience absolument unique dans la vie de notre centrale qui fête ses 100 ans. Nous avons dû attendre 100 ans pour réaliser un congrès totalement virtuel, dû évidemment à la situation du Covid, mais néanmoins, c'est une expérience nouvelle pour nous tous, pour vous en tout cas congressistes, pour nous qui sommes en train de travailler dans les ateliers et qui avons invité différentes personnes. Ici, vous êtes dans un atelier tout à fait spécifique où vous allez voir, nous allons avoir ensemble des expériences absolument uniques. Réalité virtuelle, objet tout à fait spécial qu'on devrait intégrer ou pas dans nos métiers, sur nos lieux de travail. Tout cela sera présenté par l'ASBL Microbus. Microbus qui est une ASBL qui est située à Liège. D'ailleurs, avant de présenter la personne qui se trouve juste à côté de moi, je vais en tout cas aller vers Liège pour voir si tout est OK. Est-ce que Magali nous entend bien? Bonjour Magali. Bonjour. Et le duplex à Liège est impeccable apparemment. Impeccable, oui, tout se passe bien. Nous sommes prêts. La salle des technologies est là pour vous, pour cette session. Parfait, super. À Liège, il fait toujours bon? J'allais dire impeccable, mais avec quelques nuages. Allez, ok, d'accord. Parce que la pluie, on en a marre, et donc on va tenter en tout cas de vous apporter un beau grand soleil avec Magali, comme vous l'avez compris, en duplex de Liège, et à côté de moi, Stéphanie Gonnet, qui va également, avec Magali, vous présenter des choses absolument incroyables. Stéphanie, je vais te laisser la parole, je vais te laisser entre les mains, en tout cas, de nos congressistes. Je suis persuadé, chers congressistes, que vous serez entre de très bonnes mains. Je vous récupère d'ici 40 minutes pour conclure ce premier atelier. Je vous souhaite une excellente expérience. Merci Gaston. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Donc on va d'abord faire un petit bref historique. Alors, on parle de 4e révolution industrielle, on parle d'industrie 4.0, mais en fait, c'est pas bien nouveau tout ça. Il y a eu 3 autres révolutions industrielles avant. La première, qui date des années 1784, où on avait la machine à vapeur, la mécanisation, et donc c'était déjà une révolution à ce moment-là. On se demandait un peu ce qu'allaient devenir les différents emplois. Puis ensuite, on a parlé d'industrie 2.0, à nouveau une révolution. L'électricité en 1870, vous aviez aussi la production de masse et donc on allait commencer à produire à la chaîne et c'était tout à fait innovant à l'époque. Puis on est passé à l'industrie 3.0 et là où vous allez me dire mais oui mais les robots, l'informatique c'est tout nouveau, mais non, ça date de 1970. Donc l'industrie 3.0 où on avait l'automatisation, l'informatique, la robotique et donc maintenant où on en est, on est simplement à la suite des événements. On est à l'industrie 4.0, la 4e révolution industrielle. Et on parle de systèmes cyberphysiques, on parle d'objets connectés, de big data, d'intelligence artificielle. Et on est là pour un peu vulgariser les choses et essayer de vous expliquer au mieux tous ces concepts. Alors, on va parler de quels concepts exactement? De réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de blockchain, d'impression 3D, de drone, de réalité augmentée, de cloud. C'est des concepts que vous avez certainement déjà entendus, mais ça reste toujours abstrait. Et pourtant, c'est une réalité dans les administrations et dans les entreprises. Alors maintenant, Magali, est-ce que tu veux bien nous éclaircir un peu les idées? Qu'est-ce que c'est l'impression 3D? Alors déjà, l'impression 3D, c'est l'impression à 3 dimensions. Déjà, avant de parler de 3D, on va d'abord parler de 2D. Par exemple, ici, j'ai une image avec du texte. Lorsque je l'imprime dans une imprimante classique avec de l'encre, eh bien, j'ai un texte qui est caractérisé par la longueur de la ligne et par la hauteur du paragraphe. Nous avons donc là 2 dimensions. Eh bien, pour l'impression 3D, c'est la même chose, sauf qu'en plus, on va rajouter la profondeur, la 3e dimension. Cela permet
de créer des objets, ici, en 3D, c'est-à-dire par couches successives. Je m'explique. Nous avons ici, dans notre cas à Microbus, des imprimantes avec du filament plastique. Le filament plastique qui est assez dur, un peu souple, mais qui va être fondu dans la buse, afin de pouvoir être déposé et durcir un petit peu pour créer la première couche. Une fois faite, la deuxième couche va se créer, et ainsi de suite, pour créer un objet 3D. Il existe également divers matériaux. L'imprimante vient de terminer, et vous pouvez voir donc, le logo Microbus qui s'est imprimé en 3D. Et donc, dans les divers matériaux, on peut avoir de la résine avec des imprimantes spécifiques. Notamment ici, on pourra fabriquer des éléments qui sont plus précis. Donc ici, dans le secteur médical, Stéphanie vous en parlera davantage tout à l'heure. Mais aussi, nous pouvons créer des objets en métal avec des machines bien particulières également qu'on trouve généralement plutôt dans l'industrie. Donc en gros, Magali, ça veut dire que c'est comme si on faisait une lasagne. Il y a plusieurs couches qui se superposent. Exactement, et c'est intéressant cet exemple parce qu'il existe également des imprimantes alimentaires. J'ai hâte de goûter. Alors, on va vous donner quand même maintenant des exemples plus concrets avant de passer par une petite vidéo explicite. Donc, on peut imprimer des couronnes dentaires, on peut imprimer des organes en 3D, et donc ça c'est une belle révolution, hein. On est en manque d'organes. Si moi demain je me fais accidenter et qu'il me faut un organe en urgence, le problème c'est que évidemment ça ne se bouscule pas au portillon comme on dit. Donc ici l'imprimante 3D va pouvoir à partir de vos propres cellules souches créer un organe, et donc à ce moment-là on diminue le risque de rejet. On peut aussi imprimer des maisons, et ça vous allez le voir en vidéo. On peut en fait imprimer tout ce qu'on veut avec une imprimante 3D, même des pièces d'avion. Alors, on passe la vidéo maintenant pour vous expliquer un peu plus concrètement ce qu'on peut en faire avec deux exemples précis. Le premier exemple, c'est une impression 3D d'objets spécifiques à une personne qui manque de mobilité, et le deuxième, c'est une vidéo d'une maison imprimée en 3D, un logement social pour être précise. Le CapLab du CHU de Liège a vu le jour il y a 3 mois à peine. Dans ce tout nouveau service, Estelle peut inventer des outils qui lui simplifient la vie. Une ergothérapeute et un éducateur l'accompagnent. On a créé avec ses idées à elle un prototype d'un support pour pouvoir poser ses lunettes, les laver et les reprendre. Possible ici que j'ai l'espace pour mettre les doigts? Ici, le patient est acteur. Il suggère, teste, modifie. Mais la reine du service, c'est cette imprimante 3D. Du porte-lunettes au casseux, en passant par le bras pour sèche-cheveux. Grâce à elle, toutes les idées prennent vie. Ce robot est en train de monter un mur, couche par couche, avec une grande précision. Cette technique est unique en France. Elle vient d'être certifiée pour construire des habitations. C'est le premier quartier labellisé, écoquartier labellisé de la Marne, fait la part belle à des sujets de développement durable, et que sont le recours à des matériaux plus écologiques, des matériaux biosourcés, des performances énergétiques améliorées, et également une qualité de vie à laquelle on fait particulièrement attention. Donc après avoir parlé d'impression 3D, nous allons maintenant nous attarder sur les images de synthèse. Les images de synthèse que nous retrouvons autant dans la réalité augmentée que dans la réalité virtuelle. C'est bien là le point commun entre les deux. Mais concrètement, quelles sont les différences? Eh bien, la réalité augmentée va permettre, grâce à une application, de filmer notre réalité via la caméra. Vous voyez, je peux voir ma main. Cependant, lorsqu'on va détecter quelque chose de bien précis, l'application va permettre d'afficher des éléments de synthèse, des éléments qui vont se superposer à notre réalité. Ici, vous voyez, on a des choses numériques qui se sont interposées, et je vais par exemple cliquer sur un bouton. Dans notre application à nous à Microbus, il s'agit de montrer des articles ou des vidéos qui concernent l'utilisation de la technologie dans le secteur visé.
Alors Pokémon Go, c'est un peu la même chose, Magali. Exactement, pour les joueurs de Pokémon Go, vous allez filmer votre réalité et vous aurez un Pokémon qui va apparaître devant vous via votre smartphone, par exemple. Oui, c'est un bon exemple, tout comme Snapchat aussi, quand vous avez des oreilles de lapin qui apparaissent quand vous prenez une photo. En revanche, la réalité virtuelle, là on est complètement en immersion, que ce soit de manière auditive, voire visuelle, tout le champ est pris par cet univers immersif. Alors attention, on a beaucoup moins conscience de notre entourage, notre environnement, donc il faut déplacer les meubles quand on veut l'expérimenter. Donc ici, je vais mettre vite fait mon casque. Hop, je vais prendre aussi une manette. Voilà. Et voici l'atomium. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, très Donc, bien. On voyait l'atomium. Oui. On voit bien l'atomium. Et lorsque je vais m'avancer, je peux même me mettre au-dessus de l'atomium et voir un petit peu le paysage, voir une partie de Bruxelles. Et si j'ai envie, je peux même me poser à l'intérieur du stade. Voilà. Et j'ai une vue imprenable du stade, avec l'atomium dans le fond. Donc on est bien loin de notre réalité à ce stade-là. Merci Magali. Alors, on va vous donner quand même des exemples professionnels, hein. Donc, la réalité virtuelle, ça permet notamment d'être formé grâce à l'outil. Alors, ici, vous allez... plusieurs études ont prouvé que le ludique permet d'acquérir les connaissances plus facilement. Et donc, avec la réalité virtuelle, non seulement vous êtes dans une phase ludique, mais vous pouvez aussi manipuler. Et donc, si par exemple, je passe un brevet de secouriste en réalité virtuelle, je vais pouvoir m'exercer. Vous allez le voir prochainement dans la vidéo. La réalité augmentée, c'est une aide aussi pour apporter un complément d'information dans tous les domaines, hein, que ce soit touristique, logistique, administratif. Ça permet vraiment d'apporter un complément d'information et ce n'est pas qu'avec un smartphone ou une tablette, vous pouvez aussi avoir l'information qui vient dans vos lunettes. Et donc, vous allez le voir maintenant en vidéo avec quelques exemples de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Dans cette clinique, pour se détendre avant une opération, pas de médicaments. Les anesthésistes utilisent une stratégie high-tech, un masque de réalité virtuelle. Je vous installe le masque. C'est génial. Oui. Ah oui, franchement, ça détend. Vraiment, ça détend. Le casque FAST pour fantassin augmenté, sécurisé et tactique est un véritable couteau suisse numérique et donc le mettre dans les meilleures conditions pour gagner son combat. L'intérêt de la réalité augmentée, c'est d'afficher de l'information dans son champ visuel sans diminuer la perception immédiate de son environnement. On va commencer par installer un casque de réalité virtuelle et des capteurs sur les mains, puis on sera plongé dans une véritable situation d'urgence. Au lieu de voir un mannequin en plastique, on verra une vraie personne. Et comme le mannequin est équipé de capteurs, il pourra lui aussi réagir. Donc on oubliera que c'est pour de faux. On sera dans le même stress avec l'impression de vraiment sauver quelqu'un. Et tous les gestes vont mieux s'imprimer dans notre cerveau. Alors, vous avez eu un complément d'information. Maintenant, je vais un peu vous titiller parce que là, vous êtes bien tranquillement chez vous à la maison, derrière votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez un objet connecté sur vous? Si oui, citez-moi en un dans le petit chat à votre disposition. J'attends vos réponses. Et comme ça, on va pouvoir savoir ce que vous entendez par objet connecté. Qu'est-ce que vous avez sur vous qui est connecté? Et oui, il y en a même plusieurs. Alors, il est peut-être dans votre poche, sur votre bureau, même dans votre portefeuille. Ah, il y en a qui suivent ici. Effectivement, bien vu. Donc, je vois une personne qui me cite le smartphone. Effectivement, c'est un objet connecté.
Le casque audio, on pourrait l'imaginer, oui, mais on va plutôt rester sur smartphone. GSM, oui, tout à fait. Alors, avez-vous encore de l'imagination? Si je vous dis portefeuille, ça vous dit quelque chose? Surtout maintenant ici, pendant la pandémie, vous l'avez peut-être utilisé en magasin. Alors, vous donnez votre langue au chat. Donc, on m'a cité le smartphone, le GSM. Ok, ben c'est moi qui vous donne la réponse alors. Donc, en fait, votre carte bancaire est un objet connecté. Vous savez, maintenant, vous avez une puce NFC, vous ne la voyez pas évidemment, hein, mais lorsque on passe sa carte bancaire sur le lecteur Bancontact sans devoir composer votre code PIN, ben c'est la carte Bancontact qui va communiquer avec le lecteur et envoyer l'information. Et donc là, vous utilisez un objet connecté quand vous payez sans contact. Donc vous avez vu, même les objets connectés font partie de votre quotidien. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Dans le transport scolaire, maintenant, on utilise des capteurs qu'on met à l'entrée du bus. Et le capteur va comptabiliser le nombre de personnes qui arrivent dans le bus scolaire et savoir les nommer aussi. Ainsi, ça envoie un SMS directement aux parents pour dire que la personne, l'enfant, est bien dans le bus. Vous avez aussi la prise automatique des paramètres des patients, vous avez les horaires en temps réel, quand on attend le bus ou le métro, on voit un horaire en temps réel, le niveau de pollution aussi avec des capteurs, vous avez l'identification automatique du personnel, on n'est plus obligé de badger, on est directement scanné et on voit qu'on est bien présent dans les locaux. Vous avez aussi le big data, toutes les informations qui vont être compilées au service du citoyen, avec un exemple, par exemple, TaxonWeb. Vous avez aussi le plan régional de mobilité qui utilise le big data et l'IoT pour le tarif kilométrique intelligent. Et vous avez aussi les objets connectés dans le cadre d'une affaire criminelle avec les smartphones, les ordinateurs portables et tout support numérique qui peuvent aider dans l'enquête. Donc voilà quelques exemples de big data, mais maintenant je vais passer la parole à Magali qui va aussi nous expliquer un peu ce que c'est l'IoT et le big data et aussi parler à un objet connecté. Eh bien, je vais commencer déjà par parler de l'objet connecté de manière générale. Comme l'a dit Stéphanie, ça peut être la carte bancaire. L'objet connecté, c'est un objet qui communique en étant sans fil. Mais voilà, on a aussi d'autres technologies, par exemple, comme notre lampe connectée. Lampe connectée qui est connectée via le Wi-Fi. Donc lorsque je l'allume, j'ai eu peur, j'ai pensé à un effet démo à un moment donné. Lorsqu'on appuie sur l'allumage, elle s'allume et je peux même, si je veux, augmenter ou diminuer la luminosité de l'ampoule. Ça, ce sont des objets connectés intéressants liés à la domotique. Nous avons ici une Google Home à qui on peut parler. Et d'ailleurs, si vous aviez envie de discuter avec, quelle est la question que vous lui poseriez ? Donc, le temps que vous répondez, que vous posez une question dans le chat, je vais vous expliquer que la Google Home fait partie de l'Internet des objets, Internet of Things en anglais. Tout simplement, ce sont des objets qui vont communiquer via Internet. Votre smartphone, par exemple, quand vous allez communiquer, poster des vidéos sur Facebook, par exemple, ou autre, quand vous allez envoyer des données, ça se connecte à Internet. Et justement, en parlant de ces données, les données qui vont transiter sur Internet via vos messages, textes, via les photos ou vidéos, eh bien, ces données à l'échelle mondiale, c'est ça qui fait le big data, les mégadonnées. Donc ici, est-ce que quelqu'un a répondu? Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non? Je ne sais pas, Stéphanie, si toi tu as des questions? Apparemment pas, mais moi j'ai envie que la Google Home me cite une petite blague. Tous les matins, je lui pose la question, raconte-moi un peu une blague, Google.
Ça marche. Je vais la poser pour toi, Steph. Merci. Ok, Google. Raconte-nous une blague. Tu nous traduis parce qu'on n'entend pas la question. Ah. Est-ce que vous avez entendu la blague? Pardon, la blague, non. Ah, mince, c'est dommage. Alors, je vais la refaire. Ok, Google. Raconte-nous une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quel est le crustacé le plus léger de la mer? La palourde. Donc, quel est le crustacé le plus léger de la mer? La palourde. Pas mal, Voilà. pas mal. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à la Google Home? On les bouscule un peu trop, peut-être, Magali. Peut-être. Mais on va laisser ça pour une prochaine fois. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous passer une vidéo? Moi, j'ai envie que la Google Home parle avec la Chromecast. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu vas nous faire ça? Tout à fait. Ceci est possible. Ok, Google. Lance la vidéo de la 4e révolution industrielle sur le Chromecast. Très bien. Et donc, Voilà. on peut imaginer une maison connectée, une administration connectée ou tout système connecté, en fait. Et c'est ça, la 4e révolution, c'est des objets qui communiquent ensemble. Exactement. Merci Magali. Alors, maintenant, on va parler d'une technologie qui fait peur. L'intelligence artificielle et la robotique. Rassure-nous, Magali, est-ce que on va se faire envahir de robots? Est-ce qu'ils vont nous remplacer? Alors non, absolument pas. Ces technologies-là sont faites justement pour assister les êtres humains, justement. Donc, par exemple, les robots vont, par le biais des cobots, par exemple, permettre aux ouvriers de porter les outils pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Pour les chatbots, par exemple, pour l'intelligence artificielle via les chatbots, ça va être de répondre aux premières questions afin d'aiguiller les personnes au bon service ou aux bonnes personnes qui pourront justement répondre aux questions sur Internet ou sur Facebook, par exemple, pour les pages d'associations ou d'entreprises. Donc concrètement, il y a une différence entre robot et intelligence artificielle. Le robot est une machine qui est programmée. Une intelligence artificielle est un programme qui ne nécessite pas forcément un robot pour fonctionner. Cependant, un robot peut être programmé avec une intelligence artificielle. Donc ici, nous avons notre robot Nao qui peut dialoguer. Nao? Nao? Il est aussi un petit peu dur de la feuille de temps en temps. Nao? Bonjour Nao. Bonjour Nao. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va super, merci. Et toi, comment ça va? Super. Nao? Nao? Ah, il a... Ah si, lève le bras. Lève le bras. Lequel? Les deux. Lève-toi. Tu veux vraiment que je me lève? Oui. C'est parti. Et donc, avec Nao, on va pouvoir faire diverses actions. On va aussi avoir de l'interaction, ce qui est intéressant. Et Nao, il s'appelle aussi Zora, non, dans les maisons de repos? Eh bien, c'est intéressant ce que tu dis là. Zora, en fait, c'est une base de Nao qui a été programmée avec une application particulière par une société belge, justement, Zora. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de savoir programmer pour utiliser Zora dans les maisons de repos? Exactement, Zora est une application déjà toute faite, clé en main, pour les maisons de repos, pour cette utilisation spécifique-là, oui. Ok, très bien. Merci Magali. Alors, est-ce que tu peux bousculer Nao? Oui, bien sûr.
Waouh! Merci Magali. Alors on va maintenant passer en revue quelques exemples de robots et d'utilisation d'intelligence artificielle, notamment dans l'administration. Donc on va commencer ici par un robot policier à Dubaï. On l'utilise pour identifier les criminels recherchés. Le robot lit les plaques d'immatriculation et s'il y a un problème, on envoie l'information à la police. Et il permet aussi de détecter des risques. Donc ici, le robot clairement est muni d'intelligence artificielle, mais il assiste la police pour pouvoir envoyer les informations plus rapidement. Alors à Singapour, là, ils utilisent déjà un véhicule autonome, mais en Belgique aussi, on utilise, par exemple, les Grottes de Han, ils utilisaient un véhicule autonome qui allait du guichet jusque dans le parc. Et donc, il y a des tests de toutes les marques font des tests sur les véhicules autonomes, et c'est aussi bourré de capteurs qui vont permettre de savoir s'ils approchent un obstacle ou pas. Et vous avez aussi de l'intelligence artificielle derrière tout ça. Alors, vous avez aussi les assistants virtuels maintenant, munis d'intelligence artificielle. Alors, si un jour vous recevez un mail de Julie Desk pour vous demander de planifier une réunion, c'est qu'un service a utilisé cet outil d'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Lorsqu'ils envoient un mail à une personne, la personne va mettre Julie Desk en copie et Julie Desk va savoir qu'elle doit développer un contact avec la personne et planifier avec elle un rendez-vous. Donc là, on est clairement dans de l'assistance virtuelle. Alors, ici en Belgique, l'Agence pour l'innovation et l'entreprise utilise de l'intelligence artificielle pour la détection des fraudes. Et donc, ils détectent les anomalies qui sont envoyées à travers le formulaire de demande d'indemnité. Vous avez aussi l'analyse réseau des relations entre cette entreprise. Et donc, c'est l'analyse de données, à nouveau, le big data, qui va amener à dire s'il y a une fraude ou non. Alors, dans l'administration, l'intelligence artificielle, comment ça pourrait se présenter? La prise en charge d'une demande en amont afin de permettre d'orienter la personne vers le service adéquat, au lieu de téléphoner à une personne qui va nous renvoyer à une autre personne et ainsi de suite, et donc améliorer le service aux citoyens. Réponse à la demande de citoyens par chatbot. Donc, par exemple, je vais sur le site de la région Wallonne et au lieu d'aller essayer de trouver ma réponse à ma question, je vais poser la question à un système de chat qui va me répondre grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez aussi l'évaluation de la demande en fonction de critères. À nouveau, on remplit un petit formulaire et c'est le système qui va définir si on y a droit ou pas. Et vous avez aussi la prédiction de l'attribution d'une aide en fonction de certains critères renseignés. Mais en gros, l'intelligence artificielle, ça reste un programme informatique. Alors maintenant, je te passe la parole, Magali, pour parler d'une technologie qu'on a plus l'habitude de voir au-dessus de nos têtes. Est-ce que tu peux nous présenter nos drones? Oui, alors voici un drone pour le grand public. On l'appelle aussi le quadricoptère puisqu'il a 4 branches, 4 hélices, 4 moteurs. Il est aussi caractérisé par sa batterie et par ses capteurs, notamment le capteur gyroscopique. Ce fameux capteur, c'est ce qui permet au drone de vérifier quelle position il a dans l'espace. Un peu comme votre smartphone, parce que votre smartphone aussi possède un capteur gyroscopique. Quand vous jouez à certaines applications et que vous devez bouger le smartphone, eh bien, c'est le capteur gyroscopique qui prend la relève. Donc ici, je vais pouvoir vous faire une petite démo. S'il veut bien se connecter. Donc certains drones peuvent aussi posséder un GPS. Celui-ci, ce n'est pas le cas. D'autres drones encore sont dimensionnés justement pour pouvoir porter des caméras
ou des appareils photo particuliers. Donc non, il n'a pas envie de se connecter. Tiens donc. Les aléas du direct, ça, Magali. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. J'ai peut-être préparé le drone un petit peu trop tôt. J'ai peut-être déjà plus de batterie. Donc effectivement, quand on a un drone comme ça pour les particuliers, on a une autonomie de plus ou moins 8 minutes. C'est ça, Magali? Oui, c'est ça. On n'a pas une très grande autonomie. Mais évidemment, des drones professionnels, ça va bien au-delà des 8 minutes. Exactement. Pour les professionnels, il faut que ça tienne, notamment lorsqu'on a un drone qui est aussi grand que celui que j'ai au-dessus de ma tête. Donc le temps que ça se connecte, je vais pouvoir aussi vous montrer la différence de taille qu'il y a entre le drone grand public et le drone professionnel. Effectivement, les drones professionnels doivent porter une charge tellement plus lourde qu'ils doivent avoir des moteurs plus importants, une batterie plus importante aussi, donc aussi plus lourde, donc il faut trouver le bon compromis. Celui que nous avons au-dessus de la tête, il a voyagé en Europe et s'est écrasé en Suède en 2015, et c'est un don de l'UCL, puisqu'il a pris des relevés photogrammétriques pour justement Earth and Life Institute. Mais le drone, je suis désolée, ne veut pas fonctionner, donc dès qu'il le pourra, je retenterai de le faire en démonstration. Merci Magali. Alors on va passer alors à des exemples concrets d'utilisation des drones professionnels. Alors, vous avez les pompiers qui se font assister à maintenant de drones pour aller visualiser l'incendie avant d'envoyer un homme et de savoir comment le faire. L'armée qui l'a utilisé, c'était les premiers à utiliser les drones dans leur service. Vous avez également les lignes de haute tension qui peuvent être... le drone peut être utilisé sur les lignes de haute tension pour la maintenance. Vous avez aussi, on l'a dit, les drones avec des caméras. Vous en avez, vous faites un petit jogging, vous avez des drones maintenant. Les événements aussi, vous avez des drones caméras. Vous avez aussi les drones qui permettent d'assister les ambulances et d'envoyer un défibrillateur le temps que l'ambulance n'arrive. Donc ça, c'est pas mal aussi. La douane qui utilise beaucoup aussi les drones lors de leur contrôle. Et alors, le dernier, c'est notre drone police. Et ensuite, vous avez le drone secouriste qui va arriver. Alors, un peu moins sexy que Alerte à Malibu, mais quand même fiable pour autant, puisqu'il va envoyer une bouée à la personne en difficulté le temps que le sauveteur arrive. Donc, toute une série d'utilisations. Et le drone, on peut aussi même les utiliser dans un inventaire logistique. Alors, maintenant, on va passer peut-être à la conclusion de ces thématiques, notamment en apportant peut-être une dernière démo. Je vois Magali qui me fait un signe. On peut avoir la démo de drone, Magali? Oui, tout à fait. Vous êtes prêts? Vas-y. Hop, ici, je peux monter, je peux descendre. Évidemment, me balader un petit peu. Et pourquoi pas faire un petit parcours à microbus, c'est ce qu'on fait généralement et c'est assez fun. Merci Magali. Merci pour cette fameuse démo qu'on attendait tant. Alors maintenant, on va parler peut-être formation et équipe syndicale, parce que oui, on a bien vu les technologies, mais vous, équipe syndicale, dans tout cela, qu'est-ce que vous devenez? Alors, la fédération patronale Agoria a réalisé une grande étude qu'on utilise beaucoup dans l'explication de la digitalisation, qui dit que tous les employeurs, maintenant, quels qu'ils soient, exigeront de meilleures compétences digitales et générales. Donc, la quasi-totalité des travailleurs sera concernée par le changement. Une des stratégies à leur proposer, c'est évidemment la mise à niveau des compétences de tous les collaborateurs. Alors, André Blavier, surenchéri, qui est un expert senior à l'Agence du numérique, donc de la région wallonne, il dit qu'il est impératif de créer un environnement favorable à la culture numérique. Tous les salariés devront penser et agir comme des digital natives, prêts à expérimenter de nouvelles technologies et apprendre de nouvelles façons de fonctionner.
Mais croire que les digital natives, vous voyez ces petits jeunes là qui sont tout le temps sur tablette et smartphone, maîtrisent les technologies, c'est une erreur. Parce qu'ils connaissent très bien les réseaux sociaux, mais lorsqu'il faut les utiliser dans un domaine professionnel, ça c'est autre chose. Et en plus, il y en a qui utilisent la technologie comme signe de différenciation. Oui, moi je ne touche pas à la technologie, ça fait mon signe de distinction. Donc voilà, c'est quand même, les petits jeunes sont aussi à former là-dedans. Alors, quelles sont les compétences recherchées? Alors, elles sont de plus en plus transversales. Il y aura toujours les compétences techniques, les savoir-faire comportementaux, mais on attend aussi des gens maintenant qui soient curieux, créatifs, qui n'aient pas peur du changement, qui soient capables de s'adapter à ce qui se passe et à l'évolution de la société, qu'ils apprennent à apprendre aussi. La formation continue. Et cette tendance est déjà visible d'ailleurs dans le recrutement où on recherche beaucoup des profils un peu challenge, curieux et pas effrayés évidemment par le changement. Et donc vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'équipe syndicale? Parce que vous avez vu, les technologies arrivent, elles sont déjà là. Mais l'important maintenant, c'est de vous former. On ne va pas pouvoir empêcher l'évolution, hein. On s'en rend bien compte. Mais il vaut mieux que vous, en tant qu'équipe syndicale, vous puissiez comprendre les technologies et accompagner le changement dans le respect des travailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et de se dire, ben voilà, maintenant on connaît la technologie, on sait de quoi ça parle. Et donc l'importance aussi de la culture numérique est non négligeable pour argumenter lors des négociations. Et donc maintenant peut-être Gaston, si tu as des choses à dire là-dessus, parce que je suis certaine que tu trépines d'impatience à l'idée de contre-argumenter. Bah, écoute, autant pour Magali et toi Stéphanie, tout d'abord, au nom des congressistes, je tiens vraiment à vous remercier pour cet atelier hyper dynamique. C'était vraiment génial, je l'ai vécu là sur le côté du studio et vous m'avez en tout cas passionné et on est rentré vraiment dans votre univers, dans l'univers du XXIe siècle et on a bien compris que l'évolution est déjà là, elle est en marche et qu'on a intérêt en tout cas au plus vite de s'y adapter. Néanmoins, chère Stéphanie, chère Magali, votre petit robot Néo, je le vois très mal devant une assemblée générale de travailleurs qui veulent obtenir une augmentation de salaire et qui crient tous en même temps pour aller de l'avant, tous ensemble. Et donc, ils demandent à l'organisation syndicale de manière solidaire à faire des actions. Donc ça, c'est pas pour demain, je crois. C'est pas pour tout de suite, c'est clair. Heureusement. Et c'est pas plus mal. On a encore, nous, le temps, en tout cas, de se préparer à cela. Dans l'action syndicale, les nouvelles technologies, comme je vous ai bien entendu, vont évidemment pouvoir nous aider. Rien que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, avec l'épidémie qu'on a vécue, la plupart des actions que nous avons menées, on les a menées via quoi? Via les nouvelles technologies. Via les GSM, via les smartphones, via en tout cas l'ensemble des réseaux sociaux. Cela nous a permis à continuer à exister, à continuer à rester en contact avec nos affiliés, avec nos délégués qui, eux, sont sur le terrain, mais qui avaient besoin, évidemment, d'un soutien de l'organisation syndicale. Et grâce, évidemment, à les emails, les ordinateurs, les smartphones, nous avons poursuivi en tout cas l'activité et l'action syndicale. En tout cas, un tout grand merci. On vous retrouve en tout cas à 14h10 parce qu'ici nous avions un atelier sur le temps de midi, ce qui n'est quand même pas évident. Vous avez fait en tout cas ce qu'il fallait faire au bon moment. J'espère que nos congressistes reviendront en tout cas dans notre atelier à 14h10 et à mon tour peut-être de vous souhaiter un bon appétit. Merci, un bon appétit à tout le monde. Et puis à dans 2 heures et en pleine forme. Merci aussi aux congressistes qui nous ont suivis dans cet atelier. J'espère qu'il vous a en tout cas ouvert aux nouvelles technologies. Et nous prendrons en tout cas rendez-vous lorsqu'on pourra sortir du virtuel, de pouvoir se revoir en réel pour pouvoir peut-être justement avoir ces expériences-là en direct avec Magali et Stéphanie. Plaisir. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.